Bonjour et bienvenue dans le dernier clic, votre podcast Tech, IA et no code. Je suis en compagnie de Lulu aujourd'hui pour vous parler de nos outils. Lulu, est-ce que ça va? Bah, salut Manu, ça va et toi? Oui, ouais, bah, en forme. Et ravi de te retrouver du coup pour notre deuxième épisode où on va donc vous présenter un peu les outils qu'on utilise au quotidien. Voilà, que ce soit pour du pro, pour du perso, essentiellement du pro. On va peut-être d'abord commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés. Donc merci à celles et ceux qui nous ont fait des retours sur le premier épisode des lunettes connectées et on va faire plus court, voilà, sur les prochains épisodes. On va construire de toute façon ce podcast au fur et à mesure et avec vous. Donc n'hésitez pas à venir, discuter avec nous, que ce soit sur LinkedIn ou sur les autres canaux, si vous avez des choses à nous dire, que vous voulez discuter. Et aujourd'hui, on va s'attaquer donc à un épisode sur les outils. Pour ceux qui n'ont pas pris le wagon, au premier épisode, on va alterner une semaine sur un épisode thématique, vraiment, donc là, nous, c'était les lunettes connectées la semaine dernière et on va commencer par vous expliquer un petit peu la vision qu'on a des outils et les voilà, notre positionnement sur pourquoi, du coup, on a choisi tel et tel outil et à quoi ils nous servent et ensuite on embrayera un petit peu par les actualités qu'il y a eu autour de ces outils sur, les dernières semaines. Petites choses importantes à noter. Est-ce que ça te va, Lulu? Bah, ça me semble être un bon programme. On y va, Parfait. c'est parti. Bah, on attaque. Alors, est-ce que, bah, tu veux commencer ou j'attaque? On va peut-être dire d'où on part. Quand on s'est connus, on était tous les 2 utilisateurs de Notion, hein. C'est un peu là-dessus que on a commencé à discuter autour de cet, outil-là qui est quand même très prometteur et c'est peut-être un des plus connus dans l'univers no code. C'est même assez compliqué de décrire, ce que ça fait, parce que ça fait un peu tout et un peu rien. Mais, Bon, un peu rien, c'est un peu méchant, mais oui, si on devait non, 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 mais oui, mais s voilà, disons que si on devait le présenter très, très rapidement pour les gens qui ont jamais vu ou entendu parler de Notion, vous l'avez peut-être entendu, en version française en Notion. Dites-vous que c'est un peu la suite bureautique moderne. Globalement, ils essaient de se mmh, positionner face à des, enfin à du Office, globalement, donc vraiment de la partie documents, de la partie tableur, de la partie outils du quotidien, Drive et cetera, mais avec une vision assez différente et voilà, très modernisée. avec des bases de données aussi. Il y a quand même Ouais. vraiment cet aspect, base de données, il y a de l'automatisation dedans, il y a de l'IA. Là, jusqu'à un certain point, ça nous convenait. Il répondait plutôt bien à nos besoins, donc on va peut-être décrire les besoins qu'on avait et après dire ce qui a fait qu'on a plus ou moins switché de cet outil-là sans avoir fini la migration encore, mais Ouais, alors, bon, effectivement, Notion, c'est un peu notre, marqueur commun, on va dire. Moi, j'ai été utilisateur de Notion depuis déjà 5, 6 ans, un truc comme ça, enfin depuis, ouais, je pense que ça fait, ouais, même peut-être un peu plus que 6 ans, parce que je m'en sers vraiment depuis un début, enfin depuis un moment, pardon. Mais du coup, je l'ai longtemps utilisé, pour des besoins perso et pour des besoins de taf, mais vraiment indépendants et du coup, l'outil, lui, a évolué, ben, voilà, comme je disais, pour devenir un concurrent, en fait, à des Microsoft, des Google et toutes ces choses-là. Mais autour de Notion, il y avait déjà un certain nombre d'outils. Typiquement Microsoft. Peut-être partir de là où un petit peu le socle en tout cas qu'il y a eu de mon côté. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai appris l'informatique et j'ai utilisé de l'informatique dans les boîtes avec du Microsoft. Google est arrivé très tard, enfin très tard. Oui, non. Disons que les 2 ont cohabité pendant longtemps. Mais dans tout les le monde avait la tout le monde a la suite Office, on va dire dans les boîtes, c'est soit du Outlook ou alors après c'est la G Suite, effectivement. c'est ça, c'est-à-dire qu'en perso, on a un peu tous enfin, pas un peu tous, mais on est beaucoup en tout cas à avoir craqué pour du Gmail quand c'est arrivé et pour le confort d'utilisation et le fait de se connecter avec, les services Google un peu partout. Dans la partie vraiment pro dans les entreprises, j'ai beaucoup bossé avec du Microsoft et au point, voilà, que ce soit sur de la partie informatique vraiment, réseau, infrastructure, ce genre de choses, mais aussi sur de la vraiment des comment dire? De l'applicatif avec de l'intranet, de ce qu'on appelle de la GED, donc vraiment d'amener les documents au niveau de, bah, d'une manière numérique, tout simplement. Voilà, donc gros passif Microsoft de mon côté. Google un peu en parallèle. J'ai, utilisé du Google aussi en entreprise quand j'étais dans un contexte de start-up.
et force est de constater qu'il y a quand même un truc intéressant avec Gmail, c'est que c'est beaucoup plus facile à intégrer, à connecter un peu tout, de manière générale, dans les automatisations, dans plein de choses. Bah, voilà, on l'a vu, tu vas sur n'importe quel site aujourd'hui, tu as un bouton, se connecter avec Google et ça te permet de pas avoir à réfléchir, le truc te connecte partout, garde des identifiants. Tout l'écosystème de toute façon est construit pour, te simplifier la vie et puis on l'a sur le téléphone, on l'a sur plein d'applis et cetera et les GAFAM, grosso modo, m'emmerdent. Voilà, c'est des boîtes que dont Tu peux j'aime peut-être juste définir un peu ce que c'est les GAFAM ouais, et pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de partir, par exemple, de Gmail, de Google et ouais, donc pour rappeler les GAFAM, alors qui ont un peu évolué en plus parce qu'à la base donc c'était Google, on avait Facebook donc qui est devenu Meta, on avait Microsoft, on avait Apple et le dernier c'est Amazon. Aujourd'hui, il y a un autre acronyme que j'ai plus en tête, mais justement avec Meta, donc la maison mère de Facebook et où ils incluent aussi les boîtes d'IA qui sont devenues un peu monstrueuses dans le lot. Donc on pense à du, OpenAI, Anthropic et je crois qu'NVIDIA était aussi dans le nouvel acronyme, c'est intimement lié, hein, dans tous les cas. ouais et enfin bon, mais en tout cas ces boîtes-là, moi, m'ont posé problème en termes d'éthique. Parce que quand on est, adepte un peu de science-fiction et le trip des grosses corporations enfin voilà, qui deviennent vraiment, bah, innommables et en fait qui s'aventurent de plus en plus loin dans le non-respect de la vie privée, qui deviennent incontournables dans les entreprises, dans les vies personnelles, dans les vies professionnelles. Ces boîtes-là l'ont fait et le font de plus en plus et l'histoire a montré que oui, ils étaient devenus, en fait, aussi puissants, voire plus puissants que des États et qu'à quelques boîtes, elles sont, implantées, absolument partout sur terre. Enfin, pas absolument partout parce qu'il y a des limites, notamment en Chine, il y a certains, voilà, ils ont un peu leur bastion et sur plusieurs sujets et leurs alternatives et leurs déclinaisons. Mais il n'empêche que, à l'échelle européenne, en tout cas, on s'est rendu vraiment tributaire de ces boîtes-là, à tous les niveaux, mais les boîtes y compris et justement leurs pratiques me vont pas. Donc le fait d'aller de plus en plus dans de l'addiction dans tous les services et les outils qu'ils proposent et d'ailleurs, ouais, c'est cette semaine-là que Meta s'est fait, après une amende, j'ai plus le montant, mais donc il y a eu Meta dans un procès et dans un autre procès, c'était Meta et Google qui ont pris, bah, en fait, qui ont pris une douille pour avoir volontairement eu des pratiques addictives dans voilà, ce qu'ils mettent en place sur les réseaux sociaux et sur YouTube auprès des mineurs et auprès des gamins, qui étaient des cibles plus faciles à, bah, accrocher et à garder dans leur spectre. Oui, il me semble que c'est justement la première fois où des boîtes comme ça sont condamnées pour les pratiques qu'elles utilisent et pas forcément pour le contenu qu'il y a sur la plateforme. Et c'est pour ça que c'est un petit peu, voilà, dans les vraiment les techniques, vraiment les dark patterns qui sont Ouais. utilisés pour, faire rester les gens au maximum et récupérer de la data ou les exposer à plus de publicité. Voilà, c'est Oui et d'ailleurs le mot dark pattern va vraiment évoquer en fait les actions qu'il peut y avoir, inconscientes, vraiment qui, est liées plus à l'aspect neurologique, enfin bon, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, toutes ces actions et ces comportements qu'on peut avoir sans s'en rendre compte parce qu'on est un peu conditionné comme ça, qu'on a des réflexes humains, qu'on a des réflexes biologiques et ils vont exploiter un peu toutes ces failles-là pour fonctionner un peu comme des drogues, au final. Je sais pas si c'est la première fois qu'ils prennent une douille, en tout cas sur, cette approche-là et que ce soit pas le contenu, que ce soit vraiment les techniques et les méthodes, mais c'est sûr que là, ça est, j'ose espérer que ça aura un peu plus de retombées dans la durée et sur d'autres choses. Pareil, on verra côté image et côté réception du public et ce genre de choses. Mais voilà, on va pas tergiverser non plus des heures sur les GAFAM, juste dire que personnellement, c'est des boîtes que voilà, dont je n'aime pas l'éthique, donc je suis encore lié sur certains services et certains outils. Moi, j'arrive pas à me défaire de tout, mais à titre personnel, j'ai entamé la migration il y a quelques années déjà, vers, Proton, qui est un peu une alternative, enfin qui est une alternative suisse, pas à tous les services, mais aux principaux. Donc en tout cas, tout ce qui est partie vraiment, bah, j'ai migré donc mon mail, mon drive dessus. Proton propose aussi du gestionnaire de mots de passe, du VPN
Depuis l'an dernier, ils ont rajouté, un système aussi pour avoir un équivalent de Google Doc en gros et de Google, enfin de Google Sheet, donc vraiment un équivalent Word et un équivalent Excel. Ça, j'avoue, je m'en sers, pas parce que, bah, justement, ça fait longtemps que j'étais passé sur du Notion et d'autres outils et que les suites bureautiques classiques, je trouve ça vraiment archaïque et obsolète. Et qu'est-ce qu'ils proposent d'autre? Enfin, voilà. En gros, c'est les principaux services, mais ils sont vraiment là pour ah oui, calendrier aussi. Ouais et plus récemment, il y a eu une annonce, Ouais, qui te permet le encore de remplacer un autre outil. c'est ça, Proton Meet. Bon, on reviendra dessus un petit peu après, mais donc voilà, à titre personnel, j'ai migré là-dessus. Donc j'ai encore, une adresse Gmail et Outlook qui traîne et j'ai pas mis à jour sur tous les sites et tous les utilitaires que j'ai. Mais la volonté était là et aussi de le faire, bah, du coup, côté professionnel, de m'éloigner davantage. Je sais pas ton rapport, enfin si, j'ai une petite idée, mais du coup sur ton rapport toi aux GAFAM et où tu en es vis-à-vis en tout cas de ce premier point, déjà? Bah, déjà commencer par une dégooglisation, parce que, bah, c'est intégré, ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai mon adresse Gmail, que j'ai un Drive, mais il y a quand même cette volonté à un moment de me poser et de partir de ces services ou vraiment de limiter on va dire, la tâche que j'ai. Parce que, bah, mes mots de passe, ils sont gérés par Google, bah, vraiment par facilité, en fait et ça correspond pas à mes valeurs, mais à un moment, faut que je me pose pour le faire. Ça demande du temps, ça demande de rechercher. C'est vrai que ça pourrait être sympa si on le fait, bah, peut-être le documenter et en faire un épisode pour aider aussi les personnes qui voudraient commencer, à bouger, voir les alternatives, peut-être au moins voilà, peut-être pas tout de suite bouger les mails, mais au moins le drive, et voilà, ce genre de choses. J'ai envie de bouger, mais pour l'instant, j'ai d'autres sujets et j'ai déjà envie de traiter ça et voilà, après tout ce qui est GAFAM, enfin réseaux sociaux et tout ça, c'est compliqué de s'en détacher. Personnellement, il y avait déjà ce truc-là de se dégoogliser et de s'éloigner des GAFAM autant que possible et l'autre, sujet qui s'est plus imposé avec le temps et notamment là depuis l'ère de l'IA, hein, globalement depuis que nos données personnelles servent à, alimenter des modèles d'apprentissage et voilà l'IA au sens large, c'est-à-dire qu'ils ont pillé internet. Alors je simplifie, hein, mais ils ont pillé internet pour fabriquer les différents modèles et pour les nourrir et pour en faire voilà, des machines utiles. L'étape d'après, c'était, bah, du coup d'alimenter à travers toutes les données, tous les échanges qu'on a quand on discute avec les différents chatbots et ce genre de choses. Donc tous aujourd'hui sur des contextes professionnels promettent voilà, des histoires de zéro rétention, enfin en gros, annoncent le fait qu'ils vont pas conserver les données pour de l'apprentissage et encore que ça dépend parce qu'Anthropic par exemple, par défaut indique et est en mode où ils sont pas censés conserver vos données, plus de 30 jours, quelque chose comme ça. Là où, sur du OpenAI, donc du ChatGPT, c'est le réglage par défaut est inverse. Donc par défaut, il conserve tout ce que vous pouvez dire et hem et s'en nourrir et il faut aller volontairement activer des options et cetera pour en dégager. Mais bon, quoi qu'il en soit, derrière, c'est des boîtes noires qui tournent. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font des données. Enfin, on a une bonne idée du fait qu'ils les utilisent, qu'on le veuille ou non et d'ailleurs, voilà, il y avait déjà eu des fuites qui laissent entendre que, c'est pas ils tiennent pas forcément à la rétention et à ce qu'ils annoncent. Et notamment aussi de par le retour de Trump et de ce qu'il a bousculé, ramené à travers, voilà, le contexte géopolitique depuis un an, m'a, vivement, poussé très, très fort à essayer de lâcher les outils américains autant que possible. Encore une fois, c'est pas forcément faisable sur tout, pas pratique sur tout. Il y a des outils pour lesquels on n'a pas nécessairement d'alternative, par rapport à nos besoins aujourd'hui. Mais, dans l'idée et dans l'idéal, j'aimerais justement me passer des outils américains. Donc c'est la bascule et c'est, voilà, ce qui m'a amené vers les outils que j'utilise aujourd'hui. Dans les grandes lignes, c'est ça.
Je sais pas ton rapport à toi sur les, outils ricains? Parce que, enfin, je sais que tu essaies d'en utiliser moins aussi, mais, est-ce que ça venait d'avant l'IA? Est-ce que c'est lié à l'IA? Est-ce que pas du tout et c'est plus le fait que certains outils et le positionnement de certains outils, par exemple Notion, qui te dit de, bah, voilà, juste d'aller voir ailleurs et quitte à aller voir ailleurs, hein, autant aller davantage sur des trucs plus locaux ou tu pas forcément attaché à ça? Si quand même, parce que forcément, de se dire s'il y a des solutions locales, donc que ça soit françaises, voire européennes, se dire: «Bah, j'ai envie, même si c'est pas encore parfait, de, donner du poids, en fait, à ces solutions-là pour qu'elles puissent continuer à se développer». Parce qu'il y a des supers initiatives et là, effectivement, ce qui se passe avec les États-Unis, ça a un petit peu redonné. Ça a un peu alimenté cette tendance de vouloir revenir sur des outils plutôt souverains, donc ce qui est quand même bien. Alors après, on n'est pas forcément prêt, mais ça veut pas dire que pour autant, bon, bah, c'est foutu, on peut pas du tout utiliser, de solutions européennes ou françaises. Il y a toute la question, voilà, sociétale avec la vie privée, ce qu'on fait de mes données, parce que ça reste, super important de savoir que peut-être mes conversations, vont pas forcément se retrouver, à servir à alimenter des bases de données pour me suggérer, des publicités ou, suivant, comment les démocraties évoluent. Donc voilà, il y a toutes ces questions-là. Ouais, de me sentir plus alignée. En plus, si c'est des entreprises qui prennent en considération le côté efficience, frugalité, pour avoir le moins d'impact possible. Parce qu'on peut pas jeter complètement le numérique en se disant: «Bah, ça pollue, il faut qu'on revienne à des choses beaucoup plus simples». Ça apporte quand même beaucoup de bien, mais de repenser et de peut-être des solutions qui remettent plus l'humain au centre. Ouais, beaucoup plus là-dedans parce qu'en plus, là, dernièrement, tout le monde veut mettre de l'IA dans ses outils. Et j'ai l'impression que ça dépersonnalise encore plus le travail ou le rapport qu'on a à l'informatique. Enfin, comme si on n'avait plus besoin de réfléchir, tout peut être fait à notre place et on perd complètement la main et on est un peu esclave de sa machine. Donc, voilà, de revenir à des solutions peut-être qui sont même plus simples, qui font bien ce qu'on leur demande. Ouais, mais d'ailleurs, là, ce que tu dis, enfin, c'est intéressant, c'est un vrai point, on va dire dans l'air du temps. C'est que tout le monde essaie de suivre un peu le mouvement de l'IA. Bon, grosso modo, déjà pour, remettre un peu les points sur les i, les Américains sont aujourd'hui leaders sur les modèles, en tout cas propriétaires en IA. Voilà. Heu, Anthropic a un peu d'avance sur tout le monde, mais de pas beaucoup. Au final, au fur et à mesure des mois, sur la partie vraiment, «technique» entre guillemets, tout le monde commence à avoir des modèles à peu près au même niveau. Donc ce qui a permis notamment à la Chine d'avoir des modèles open source voilà, qui sont quasiment au même niveau que le plus performant des modèles de chez Anthropic, donc de chez Claude. Google s'est beaucoup développé aussi puisqu'ils avaient du retard, mais ils ont commencé à, bah, améliorer leur truc et à l'implémenter partout. Là, on en revient à ce qu'on disait juste avant sur le problème des GAFAM, c'est que Google, comme tu l'as, enfin, si tu es utilisateur justement de Gmail, à la base, tu vas avoir, dans ton téléphone Android potentiellement, dans tes, bah, du coup, dans tes mails, dans tes outils dans ton Drive, dans tes outils de travail au quotidien et c'est beaucoup plus facile pour eux, bah, d'aller, déployer leur Gemini là, absolument partout et de t'en rendre aussi, tributaire. Dans Android, c'est affreux. Enfin, moi j'ai un téléphone Pixel, vu qu'on a les mises à jour et cetera en avance et ils sont en train d'en coller absolument partout dans le portable, quoi et dans des trucs utiles, dans des trucs enfin bon, bref. Mais ça pour dire que la tendance est à mettre de l'IA partout, mais que l'IA va très, très vite et que les boîtes essaient de s'en emparer pour les rajouter dans des outils pour suivre la tendance et rester pertinentes par rapport à l'air du temps et par rapport au marché. Mais que beaucoup, n'arrivent pas forcément à l'intégrer de la bonne manière ou savent pas forcément, quoi faire avec. Globalement, on a vu des boîtes qui en mettent sur des trucs très utiles et d'autres où c'est pas du tout le cas. Et pour moi, c'est vraiment la solution en quête de problème, hein, on la colle Ouais, en disant: «Bah, on met de l'IA». Et faites avec, faites des choses, utilisez et puis, ouais et débrouillez-vous avec, ouais. Non, mais, je vois, c'est bien. Bonjour le chat. Oui, vous avez pas la vidéo pendant que vous nous écoutez, mais on a le petit chat qui est venu, ça, il y a participer un au peu moins de podcast aussi. soleil.
Il y a un peu moins de soleil, donc maintenant elle vient sur mes genoux. Donc voilà. et C'est quoi ton avis sur Google, toi? Je crois qu'elle sait pas trop. et donc là, tu parlais justement des outils qui voulaient coder de l'IA partout, ce qui nous amène à, alors juste voilà, avant qu'on parle des outils à proprement parler qu'on utilise et ce qu'on utilise maintenant en remplacement de Notion. Un autre élément qui fait que c'est difficile d'y voir clair sur, entre guillemets, «sur les bons outils et les bons choix stratégiques» au niveau des boîtes, c'est que les LLM, donc les modèles qui sont utilisés en IA générative aujourd'hui, sont obsolètes par nature. C'est-à-dire que leur conception même les rend, sujets aux hallucinations, aux erreurs d'interprétation et de base, c'est une techno qui est non déterministe, donc qui fait de la proba, globalement. Donc à partir de là, voilà, si vous allez chercher un petit peu, vous verrez plein d'études qui en parlent. Dernièrement, c'est Yann Lequin qui s'était paré de Meta et qui a fondé sa start-up, pardon, et qui vient de lever 1 milliard justement sur une boîte qui n'existe pas encore, en pariant sur le fait que les LLM étaient éclatés et qu'il allait, essayer de travailler sur autre chose pour les années à venir. Et voilà, vous trouverez d'autres travaux et d'autres études qui en parlent. Une chercheuse de chez Samsung aussi, une chercheuse française dont j'ai plus le nom, mais qui a montré que voilà, on était déjà au plafond en fait un petit peu de la technologie. Aujourd'hui, ce qui fait que ça se développe encore, c'est que les gens et les boîtes apprennent à mieux les utiliser et qu'on développe en fait l'écosystème autour. Donc vraiment, les usages et les outils qu'on met en place pour permettre ces usages-là. On nous les impose un peu aussi, hein, il y a beaucoup de lobbying, du côté-là, Ouais, quand même, hein. oui, mais ce Donc que je veux dire, c'est que même les labos IA oui, qui sont à fond dans cette recherche et cette évolution sont arrivés un petit peu à ces plafonds et maintenant on travaille, sur ce qu'il y a autour, globalement. complètement. Mais est-ce que ça compense les coûts qui ont été investis? Je suis pas sûre. Non, oui, ça Mais voilà. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez complexe, c'est pour ça qu'on essaiera de détailler tout ça dans l'épisode de la semaine prochaine. oui, oui d'ailleurs, semaine prochaine on parlera d'IA et on reviendra un petit peu sur les fondamentaux et sur les Sur les bases. bases, le Mais voilà, c'est pour ça vocabulaire, on va pas trop s'étendre aujourd'hui sur vraiment le détail un petit peu de l'IA, des différentes étapes qu'il y a à l'intérieur et de ce genre de choses. Mais là, c'est pour que vous compreniez un petit peu derrière quand on va parler des outils, le rapport à l'IA qu'on a, il est là-dessus et de se dire qu'en fait la techno aujourd'hui, on sait qu'elle est, pas encore périmée, mais elle va l'être. Heu, elle a une obsolescence programmée et elle induit une crise sur l'infrastructure. Puisque à travers justement on appelle ça une bulle financière ou pas une bulle, mais dans tous les cas, il y a eu un pognon massif d'investi, dans les boîtes qui est complètement absurde au vu de la rentabilité effective aujourd'hui de l'IA. Tout le monde a pris ça pour un pari, sur l'avenir et pour être parmi les premiers à être implantés partout avec la nouvelle techno et du coup pouvoir, voilà, avoir un espèce de monopole quelque part. Mais ça, bah, du coup, ça provoque une crise sur le matériel. Donc, vous avez peut-être entendu parler de la crise sur la RAM, la mémoire vive, qui est nécessaire en fait à la construction de data centers qui permettent à l'IA de tourner, mais en fait, ça s'étend à plein d'autres composants. Donc voilà, sur les mémoires, sur les processeurs, sur les alimentations, sur plein de composants qui sont annexes, mais sur du coup l'énergie, sur l'eau. c'est ça et du coup que ça va impacter, oui, parce que là, je parlais d'infrastructure à la base, sans parler Oui, vraiment oui, de oui. l'aspect environnemental, eau, mais il y a aussi cet aspect-là. Mais du coup, il y a toute une crise mondiale là-dessus aujourd'hui et qui s'étend au fur et à mesure qu'on arrive sur différents composants nécessaires à l'industrie. La guerre, en Iran vient de rajouter plein de problématiques là-dessus supplémentaires. Donc aujourd'hui, en tant que boîte et enfin voilà, que ce soit à titre personnel ou professionnel et peu importe la taille des boîtes, c'est difficile d'y voir clair sur les bons choix et les bonnes stratégies à adopter, à court, moyen et long terme. Puisque tout ce qu'on a aujourd'hui, côté technique, on sait que ça va se planter globalement et que ça va être remplacé par autre chose. Mais l'IA va pas disparaître en fait. Ce qui est arrivé avec l'IA et l'IA générative et la façon dont on l'utilise, il y a plein de choses qui vont rester. Mais dans l'IA, il y a plein de choses qui vont bouger, qui vont peut-être pas rester. Ça, on reviendra une autre fois justement dans les parties un peu plus techniques de qu'est-ce qui pourrait dégager ou pas. Mais n'empêche que voilà, le changement il est arrivé, la révolution industrielle elle est là. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va pouvoir évoluer vers autre chose par la suite et
Au niveau des coûts et de la rentabilité réelle et des bons choix à faire au niveau des boîtes aujourd'hui, on ne sait pas non plus parce que tout bouge très vite et que cette année, ça risque de bouger très, très fort. Puisque en gros les 2 gros acteurs du marché qui ne sont pas, parmi les GAFAM, donc qui sont Anthropic et OpenAI, donc ceux qui ont fait, ChatGPT et ceux qui ont fait, Claude, vont sont en train de se préparer à une entrée en bourse dans l'année. Donc, avec l'entrée en bourse, on s'attend à une inflation des coûts, puisqu'en fait, une fois qu'ils l'auront fait, ils pourront enfin, justement augmenter, les tarifs et il y a pas de raison qu'ils augmentent pas leurs tarifs parce qu'aujourd'hui, ils sont tous à perte. Voilà, donc après sur les échelles, sur les trucs, mais et d'ailleurs, on a vu dernièrement des choses, côté OpenAI. Ils sont coupés Sora, leur, générateur de moteur vidéo pour cette raison, enfin pour cette raison, pour une logique de se recentraliser, non, recentrer, pardon, plutôt. Et ils comptaient aller sur le marché de l'érotisme et du porno à travers, services sociaux, ChatGPT. Ils ont avorté ça aussi. Il y a d'autres projets qu'on ne sait pas encore si oui ou non ils vont les couper. Notamment, ils avaient un projet matériel qui avait été un petit peu utilisé. On ne savait pas quel produit physique ça donnerait, mais c'est du physique qui était prévu. Lui, aujourd'hui, vu que tout ce qu'on met dans les produits physiques coûte, plus cher qu'avant, est-ce qu'ils vont vraiment aller dessus? C'est pas certain. Mais voilà, alors désolé, je viens de faire un mini tunnel pardon, sur l'IA et sur le fait que c'est, impossible de vraiment savoir où on sera dans 6 mois, globalement, dans 6 mois, 6-8 mois. Mais les choses les plus certaines, c'est que la techno va changer dans les prochaines années et que les coûts vont fortement augmenter dans les prochains mois ou les prochaines années. Et aussi, faut se dire que, voilà, les outils tous les outils intègrent l'IA, mais sont tributaires de ces grosses boîtes, sont tributaires Oui. d'OpenAI et d'Anthropic, parce qu'ils ont pas développé eux-mêmes leurs modèles parce que, ces boîtes-là ont eu trop d'avance et ont les infrastructures. Donc ils sont dépendants des prix qui sont fixés, pour, les tokens et cetera. Donc ça va impacter directement toutes les autres solutions qui ont fait le choix de se baser sur ces modèles-là. Oui et puis bon après là on cite ces 2 là parce que c'est les gros noms, mais après voilà, Google est sur le même principe et il faut garder en tête que les grosses boîtes typiquement, un Google, Amazon fait aussi ses modèles, Nvidia a commencé à faire ses modèles, mais ils sont moins répandus. Mais aujourd'hui en fait sur le coût de l'usage des modèles, en fait côté occidental, on est sur, ils sont un peu tous alignés. C'est-à-dire qu'au début ça coûtait très cher, ils ont descendu les prix jusqu'à un certain niveau, ils ont arrêté de les descendre, ils les ont stabilisés. Et ça bouge pas depuis, donc chaque fois qu'il y a un nouvel modèle qui arrive, il reste au même prix que les autres. De temps en temps, il y a des petits modèles qui coûtent plus cher qu'avant. Et côté chinois, en revanche, ils ont un peu cassé le marché de leur côté, justement avec des modèles enfin pas tout à fait open source, mais en tout cas plus ouverts, Semi-open source, ouais. voilà, et qui coûtent beaucoup moins cher pour des efficiences, très, très proches. Et voilà, on parle surtout de cela et après on a aussi un acteur européen, donc c'est vrai qu'on l'a même pas cité, mais Mistral est un acteur français. On en parle peu parce qu'aujourd'hui, ils sont loin en performance des gros noms qu'on a cités avant. Maintenant, eux, ils vont cibler d'autres usages. Ils sont quand même implémentés en Europe, et dans les boîtes et ils vont sur des modèles un peu plus spécialisés, un peu plus petits. Tout laisse tout porte à croire qu'ils vont rester justement sur de la spécialisation, mais mais ils seront impactés, comme tout le monde par la crise de l'infrastructure, pardon, dans tous les cas et voilà. Ils échapperont pas et on n'échappera pas de toute façon à une hausse des coûts à un moment donné. Lulu, je te propose qu'on parle vraiment des outils maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différentes, grosses catégories d'outils qu'on utilise et qui nous semblent importantes, en tant que boîte? Et voilà, nous dire aussi ce que tu utilises, toi? Bah, moi déjà, enfin vraiment sur le côté personnel, après je pense qu'à l'échelle d'une entreprise, c'est plus ou moins la même chose. Mais moi là comme ça, il me faut un endroit où je centralise mes données, mes informations, où je vais mettre, les articles, que je lis, enfin les voilà, vraiment un endroit où il y a la donnée brute qui est stockée, idéalement dans une base de données pour que ça soit bien «rangé» entre guillemets et qu'on puisse facilement accéder à chaque entrée. Heu, Ensuite, une fois qu'il y a cette partie un peu brute, c'est de la manière d'interagir avec ces données,
d'en tirer des conclusions, de modifier aussi ces données un peu, voilà, de pouvoir, interagir avec, la visualiser. Donc ça peut être soit par des tableaux de bord, par exemple, où on va faire des vues. Ça, c'est ce qui est possible dans Notion, par exemple. Ou alors après utiliser, de l'agentique ou de l'automatisation. Et l'étape d'encore après, c'est pouvoir construire des choses, donc soit des petits logiciels internes, soit ces petits, enfin, voilà, des, comment dire? Ouais, ça peut être de la petite application interne, ça peut être du site web, ça peut être, ce genre de choses. Et puis une dernière catégorie, c'est un peu, tout ce qui va être communication et collaboration. C'est comment est-ce qu'on va partager toute l'information qu'on a un peu modifiée avant? Comment est-ce qu'on va, parler avec les gens, communiquer? Comment est-ce qu'on va faire notre veille, pour alimenter justement cette base de données? Donc à la limite, je veux bien qu'on commence, par la partie où on met tout dedans, où on Ouais, stocke nos choses. vas-y, donc tu vas me dire, là où on avait du Notion avant et où c'est plus le cas? C'est ça. Bah, bon après moi toutes les parties là, c'était plus ou moins Notion qui remplissait, ces choses-là. Oui, Mais voilà, il y a eu des problèmes de latence, voilà, je pouvais plus. Et pour la partie stocker l'information, alors j'ai choisi Obsidian pour l'instant, donc c'est pas un outil européen, mais par contre il est open source. Alors je sais pas si c'est vraiment du open source, dans le sens où tu peux voir le code, mais en tout cas c'est gratuit, c'est local, ça je repose. tu me mets le doute, mais je crois qu'il est open source C'est et possible. en tout cas, effectivement, l'avantage, c'est que quand on dit, bah, qu'il est local et pour les gens qui sont pas forcément dans l'informatique, ça veut dire qu'on peut l'installer sur son ordinateur et que voilà, le garder que sur son ordinateur sans avoir besoin d'un abonnement ou d'une connexion à internet et ce C'est genre ça. de choses, il fonctionne, littéralement que sur la machine. Je sais pas si une version mobile aussi? J'imagine que oui? Oui, oui, il y a une Ouais? application et tu peux, alors, vu que c'est sur la machine, il faut, soit tu les mets sur un drive, tu mets tes fichiers, tes .md, enfin voilà, c'est un peu comme des fichiers bloc-notes, avec, une syntaxe, toute simple. Et soit tu les mets sur un drive et l'application, tant qu'elle a accès à ce fichier sur ton téléphone, tu retrouves la même chose que sur ton PC. OK. Et eux proposent, je crois que c'est pour 5 € par mois, de te l'héberger eux-mêmes et de faire la synchronisation, mais tu peux très bien le faire avec un drive à toi et c'est ce qui est assez cool. Ils proposent, si vraiment tu veux pas te prendre la tête et si tu as déjà un drive, qui fait le lien entre ton PC et ton téléphone, ça va rechercher directement. Et l'avantage, c'est qu'il y a aussi une communauté qui est très active et beaucoup vont développer des plugins qui vont se mettre par-dessus Obsidian. Il y a pas mal d'intégrations et moi, ce qui m'a un peu fait choisir, cet outil, c'était qu'il y a vraiment ce parti pris de pas mettre d'IA du tout dedans et de dire: «C'est pas nous qui allons prendre la responsabilité d'envoyer vos données». Les utilisateurs qui ont vraiment envie pourront le faire en utilisant le modèle de leur choix. Vu que c'est des fichiers qui sont en texte, c'est assez adapté pour de l'IA si on veut mettre, par-dessus. Donc après avec, par exemple on a pas mal parlé de Claude Cowork, on peut aussi mettre, enfin, du Claude Code, de l'open work. Ça reviendra un peu dessus parce que c'est un peu plus technique. Mais voilà, dans un premier temps, je structure bien mon petit espace. C'est assez agréable, d'ouvrir sa page, de pas avoir cette petite pop-up IA qui veut nous aider quand on bloque et juste me dire: «Bah, je vais écrire des choses et tant pis si c'est pas parfait, tant pis si, je dois réfléchir un peu à comment je dois le faire». Et ce qui est assez cool, c'est que tu peux vraiment connecter tous tes trucs et il y a cette petite vue graphique que j'adore, qui permet de voir, tes petites pages connectées entre elles. Oui, parce Voilà, que tu pas d'IA à l'intérieur, mais tu te fermes pas la porte à l'IA et bah, déjà tu l'as dit complètement. avec les fichiers MD. Donc les fichiers MD, donc en format texte, sont des fichiers Markdown. Et le gros intérêt du Markdown, c'est que c'est utilisé par un peu toutes les IA en gros du marché et la plupart Très des outils résilient d'IA. aussi et sans parler que d'IA, à la fin, si à un moment je suis pas coincée avec Obsidian. C'est Oui, voilà, j'ai mes fichiers texte et je peux très bien, enfin, alors on n'est pas au niveau du papier crayon, mais on va dire qu'en termes de résilience,
C'est pas fermé comme du Notion où on peut exporter nos données, mais c'est rarement exploitable, derrière. Ouais, c'est Alors que là, compliqué. bah, voilà, j'ai juste des fichiers texte, ça prend pas de place et si vraiment à un moment il y a plus rien, je sais pas trop, mais je pourrais toujours accéder à mes données, c'est les miennes, hein, et il y a vraiment cette volonté-là de revenir à des trucs qui sont à moi. Oui, en plus, bah, là, tu parlais de l'aspect visualisation. C'est vrai que Obsidian, si j'en ai bien compris, parce que j'ai pas encore mis les mains dedans, mais je pense que ça viendra quand même à un moment. C'est que tu peux y mettre donc plusieurs extensions et plusieurs plugins et donc soit tu peux, bah, voilà, pour en revenir à l'IA, tu peux utiliser d'autres outils d'IA à côté comme du Claude et comme des choses comme ça qui vont accéder à tes documents sur Obsidian, mais tu pourrais aussi tout simplement passer par des extensions Obsidian pour utiliser de l'IA ou pour utiliser pas du tout d'IA, mais des, différents trucs pour des graphiques, pour des tableurs. Enfin, j'ai vu qu'ils ont toute une pelletée de plugins, Ouais, il y a des gens, c'est des enfin, dans la communauté, c'est des fous. Franchement, après, ils conseillent en général de l'utiliser, complètement vierge au début et de rajouter Ouais. les plugins petit à petit, juste pour bien se faire la main et pas tomber dans le trop et juste commencer en fait, ils disent: «Non mais commencez, écrivez juste des trucs, connectez vos idées, machin, commencez pas à chercher à rendre votre espace parfait». Ce qu'il y a souvent aussi dans Notion, on veut souvent construire beaucoup avant et après une fois qu'il s'agit de remplir, bah, on se dit: «Ah mais non, mon système il est pas si bien», donc on en refait un nouveau derrière. C'est un peu la boucle infinie. Mais j'aime beaucoup cette approche de dire: «Bah, on fait le choix de pas aller sur l'IA parce que c'est pas nous qui décidons ça pour nos utilisateurs». En mode, bah, vous êtes assez grands, c'est vous qui décidez ou non d'envoyer vos données. Et peut-être qu'après, quand on sera sur des modèles qui sont, on va dire, performants en local avec, qui demandent moins de performance, on pourrait avoir un truc qui tourne vraiment que sur son PC. Je trouve ça cool. D'ailleurs, même les personnes qui utilisent l'IA, ils conseillent de pas, générer de texte par IA dans le texte que tu écris toi, vraiment de séparer pour pas polluer. Et de te D'accord. servir de l'IA dans autre chose, mais que ton voilà, c'est des coffres, on va dire des espaces, que l'espace où tu écris, c'est que toi, en fait. Et tu viens pas polluer en mettant plein d'IA parce que ça, c'est un des autres travers de l'IA qu'il y a, c'est qu'on génère beaucoup et qu'on s'en sert pas forcément derrière. Mais on le jette pas parce que ça nous semble cool. Ouais, mais après, le truc, c'est que si tu veux te servir de, bah, de contenu à toi que tu as déjà rédigé, Ouais, bah, du coup, c'est quand même bien d'y avoir accès. Même si, bah, tu y as accès, mais ça reste, par exemple, dans une conversation, mais tu vas pas aller faire modifier tes fichiers et faire rédiger dedans. Tu fais à part, tu peux faire des analyses et ce genre de choses. ouais, Mais parce que, par exemple, ça va être, tu fais des analyses sur le mois, de voir à peu près combien tu as écrit, ce genre de choses. Ça va te sortir des rapports, mais de mettre ces rapports quand même à part pour pas venir un peu, biaiser dire, ce que tu as rédigé et puis pas succomber, j'ai envie de dire, à la facilité aussi ouais, bah, de ça, j'avoue, j'ai un peu du mal à cerner le dans le sens où, tu vois, que ce soit sur Notion ou ailleurs, là, maintenant, je le fais ailleurs. Mais quand je travaille sur un projet ou sur une app et que je vais documenter, que je vais créer plusieurs documents qui vont être liés et cetera, hem, soit, bah, je vais le faire à la mano et je vais faire compléter, du coup, du doc enfin, par exemple, si je veux rajouter un encart de documentation dans un truc que j'ai écrit, je vais demander à l'IA de me faire la partie documentation, soit dans un autre doc, soit dans le doc où je travaille déjà, mais ce sera quand même dans mmh mon espace et lié au reste, tu vois? Dans le sens où je Oui, crée mon système et du coup, je veux qu'elle aille alimenter mon système là où je veux et là où j'ai besoin. Mais, j'ai un peu, ouais, un peu de mal à voir justement l'idée de d'isoler c'est un second peut-être coffre, tu vois? plus, dans le côté gestion de l'information et de la connaissance, plus dans l'idée, par exemple, Zettelkasten, où tu écris tes notes pour intégrer le contenu que tu as consommé, enfin, vraiment ta réflexion, c'est pas forcément sur du projet pro, enfin, OK. c'est plus ça, pour le côté de te dire: «C'est toi qui as reformulé avec tes mots ces idées-là, pour que ça soit intégré, comment tu les connectes et tout ça et que tu gardes la main». Enfin, c'est vraiment le truc de mémorisation et de pas Donc c'est vraiment plus ton espace de travail brouillon et aussi ton espace où tu vas centraliser ta connaissance, importée, on va dire, tous les ça, trucs que tu mes fais de ta veille réflexions et et tes voilà, c'est réflexions, ouais. ça. Oui, là-dedans, enfin, j'ai aussi une partie où j'ai tout, ce que je capture dans ça, j'en reparlerai peut-être
un autre moment, ce que je capture dans mes podcasts, ce que je lis aussi. J'ai tout qui arrive là et par exemple, si à un moment j'ai envie de d'écrire sur un sujet, je vais lier à ces notes et à ce contenu. Comme ça après dans ma mon petit graphique, ça me dit: «Ah bah tiens, c'est relié à tel contenu, machin». Et je peux faire des références quand j'écris et c'est assez libérateur aussi de juste se dire enfin, je sais pas, de retrouver un peu ce truc où pas forcément se casser les dents, mais où tu bloques et tu as pas cette petite bulle, avec les petites étoiles à côté où tu te dis: «Ouais, bon, allez, par facilité, je vais demander à l'IA de me rédiger ça» et puis fini. Au final, tu retiens rien et puis, ouais, non. Alors après, je sais pas, toi, donc je pense que c'est un peu le moment de parler de l'outil que tu utilises et pourquoi tu es parti vers cette solution qui Ouais, utilise encore un peu d'IA, mais qui a quand même une autre approche alors après moi que sur la Notion partie, où c'est centralisation des données, j'ai plusieurs aspects quand même. Enfin au final j'ai deux gros outils parce que je parlais de Proton tout à l'heure et aujourd'hui tout ce que j'ai en perso est sur Proton. Hem que ce soit, bah, du coup comme il y a le Drive, grosso modo mes ordis sont synchronisés avec le Drive de Proton, donc comme on aurait sur un OneDrive ou sur un Google Drive et du coup j'ai, bah, mes boîtes mail aussi qui sont dessus. Enfin, Proton, bah, mine de rien, est une couche importante de mes données puisque tout ce qui est perso est dessus, tu vois? Je l'ai pas sur, j'ai un peu de perso, enfin j'avais un peu de perso sur du Notion ou, bah, du coup maintenant sur du Fibery, on en parlera après, mais grosso modo l'essentiel de mon perso pour moi il reste sur Proton. Et Proton, c'est vrai que tout à l'heure, j'en ai parlé, donc comme une alternative à du Microsoft Office et tout ça. Ils ont un parti pris qui est assez fort de dire que tout est crypté, confidentiel et sécurisé et donc typiquement, voilà, vous pouvez mettre en place des différentes, clés et cetera, mais enfin un mot de passe et le moyen de retrouver vos données. Mais si vous perdez tous vos moyens d'accès, bah, c'est crypté et eux non plus, ils peuvent pas lire ce que vous avez. Dans l'idée, la promesse, c'est ça, quoi. Et voilà, comme ils sont à fond sur la confidentialité, c'est pour ça qu'il y a le VPN et qu'ils ont enrichi leur écosystème petit à petit. Et d'ailleurs, bah, d'ailleurs, j'en profite comme ça pour glisser la petite nouveauté de la semaine enfin les 2 nouveautés de la semaine côté Proton. C'est qu'ils ont rajouté Proton Meet cette semaine, donc vous pouvez enfin faire des réunions visio directement avec du Proton aussi, alors qu'il y a intégré, bah, forcément à leur calendrier et ce genre de choses, qui n'a pas encore, autant de fonctionnalités que voilà, que ce que vous auriez sur du Google Meet et autres. Mais bon, ça va s'enrichir et ça va arriver petit à petit et ils en ont profité pour modifier leurs offres. Donc il y avait différentes offres, personnelles et famille et ils ont même une offre duo qui est assez intéressante en vrai. Voilà, juste pour 2 personnes qui est bien pensée en termes de tarifs et tout et donc là, ils ont décidé, la suite complète, de basculer sur une offre qu'ils appellent Workspace. Donc il y a le standard et le entreprise, je crois, ou business, je sais plus comment ça va. Mais dans le Workspace standard, en fait, il y a tout le package. Donc il y a vraiment un équivalent, une alternative à tous les trucs qu'on aurait chez du Google ou du Microsoft, avec en plus le gestionnaire de mots de passe et le VPS et le VPN, pardon, qui sont pas, habituellement dans ces trucs-là. Donc vraiment pour du perso, c'est devenu très, 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 très bien. Il y a tout et dans la version pro, il y a plus de stockage et des fonctionnalités, un peu plus spécifiques aux entreprises et il y a aussi leur assistant IA à eux qui s'appelle Lumo et leur assistant IA, il est aussi conçu à partir de modèles open source et prévu pour garantir, même chose, pas d'entraînement sur les données, la vraie confidentialité, ce genre de choses. Alors après, la contrepartie, c'est qu'il est, carrément plus limité. Alors j'ai pas essayé la version entreprise, enfin en gros, j'ai le workspace standard, donc il marche aussi pour un solopreneur, une petite boîte, mais du coup, j'ai pas le mot dedans, j'ai que la version simple. La version simple, elle est bien pour du quotidien, pour des petites questions et c'est un tout petit modèle et ça marche très bien. Par contre, bah, voilà, pour bosser aujourd'hui, c'est pas du tout au niveau de mes attentes. J'attends qu'ils fassent évoluer un petit peu ça, parce qu'ils ont rajouté des fonctionnalités dedans, des projets, des choses comme ça, enfin, qu'on peut voir ailleurs. Mais voilà, ça je testerai dans les prochains mois quand ils feront évoluer l'IA. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, sur du perso, enfin, Proton, c'est très, très bien. La seule limite aujourd'hui que je vois à l'utiliser dans un
milieu professionnel, c'est qu'ils ont pas encore d'API ouverte. Alors pour les gens qui sont pas techniques, globalement, partez du principe que l'API, c'est ce qui permet de brancher un outil à d'autres outils et donc c'est la force des Microsoft et des Google aujourd'hui, c'est qu'on peut les connecter à tout. Proton aujourd'hui, c'est pas possible. Et leur API est fermé et ça devrait arriver parce qu'ils travaillent dessus depuis un moment pour, amener ce genre de possibilité. Bon, et en gros, ils avaient des étapes et des choses à faire avant de pouvoir, faire l'API, donc ils l'ont pas encore mis à disposition. J'espère très fort que ça arrivera cette année. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est la seule brique qui leur manque pour, s'ouvrir au reste du monde et ils mettent du temps à arriver sur cette partie-là parce que vu que tout ce qui circule dans Proton est sécurisé et crypté, bah, l'enjeu, il est de faire que quand tu t'ouvres ailleurs, les gens qui puissent faire des intégrations puissent faire aussi des choses sécurisées et cryptées et pas qu'on puisse, perdre tout l'intérêt de un des intérêts principaux de Proton en se connectant à tout et n'importe quoi. Et dire Mais, qu'ils auraient juste pu le vibe coder. ouais. Mais, voilà, donc pour, tout ce qui est perso, c'est là-dedans et après je dis perso, mais j'ai aussi du pro parce que ma boîte mail pro et tout mon calendrier, tous mes trucs sont aussi là-dedans, hein. Mais la limite du pro, c'est qu'il y a pas d'API, je peux pas me connecter à tout et je peux pas me connecter à de l'IA notamment, ce genre de choses. Et aussi, que pour les documents, moi je me suis habitué à du Notion et j'ai changé de manière de bosser depuis pas mal d'années. D'avoir, des trucs beaucoup plus flexibles, beaucoup plus fluides et que tu te fais un peu sur mesure au fur et à mesure que tu bosses. Et là-dessus, voilà, là, en gros donc quand j'ai quitté je suis encore en train de quitter Notion, je suis encore en train de migrer et Notion, j'avais 2 parties à migrer. J'avais la partie, justement documents, outils et tous mes trucs dedans. Donc ça, j'essaie de le basculer sur Fibery. Donc Fibery, c'est une alternative européenne à Notion qui est, peut-être moins intuitive de prime abord, mais qui est bien plus puissante sur plusieurs choses et dans mon cas, qui répond à plein de choses qui me posaient problème chez Notion. Par exemple, le fait que les bases de données sont beaucoup plus solides et beaucoup mieux pensées chez Fibery. Donc voilà, je suis en train de migrer dessus et je compte l'éprouver. Enfin là, ça fait déjà, quoi, quelques semaines, quelques mois que je fais ça petit à petit et que j'avance et que je me sers un peu davantage de l'outil et on verra si ça répond à tous mes besoins et si c'est vraiment viable, dans le temps sur une al en tant qu'alternative à Notion et sur la partie que j'utilisais du coup dans Notion qui était la partie IA, vraiment Notion AI j'avais avant chez Claude. Comme je disais tout à l'heure, j'essaie de me barrer des outils américains autant que possible. Donc Notion, je le lâche pour l'aspect américain et pour plein de trucs où c'est devenu une usine à gaz qui me correspond plus, qui me va plus. Et tu en as déjà un peu parlé tout à l'heure du fait que de toute façon c'était devenu, un peu lent, un peu complexe pour rien, que ils forcent l'intégration de l'IA à tous les niveaux et qu'en fait, voilà, l'IA, marche pas si bien que ça. Oui et puis bon, quand tu veux, à un moment, tu veux juste ouvrir une page, pour prendre des notes normalement, c'est un peu le truc basique et que ça lag, que Ouais. tu peux pas, importer trop de texte dedans. Tu fais des copier-coller, on te dit: «Non, il y a trop, faut passer par une importation». C'est du texte. Oui, Alors oui, effectivement, c'est des blocs et ce genre de choses, mais tu dis: «Bah, ouais, mais j'aurais pris ça, je l'aurais mis dans un bloc-notes ou je l'aurais mis dans un Word, ça aurait marché et je demande juste à mettre du texte». ça C'est un peu frustrant. c'est le cas client classique du qui te file un Word. Tu pas envie de bosser dans Word, tu le veux dans ton Notion, tu l'importes et en fait quand ça importe pas bien et tu es obligé de l'importer et derrière, ils ont jamais été bons là-dessus, c'est que l'export, est éclaté, quoi. Il te fait des exports PDF qui sont assez dégueulasses. Ça va quand tu as un petit document simple à faire, mais si tu fais un truc long, c'est pas au niveau et ils se sont jamais souciés de ça et aujourd'hui, ils sont en train de batailler à fond sur l'IA alors que Oui, mais après d'un côté, c'est pour pas qu'on ait à partir. C'est comme je disais, c'est compliqué de quitter l'outil et d'exporter ses données, hein, c'est oui, mais juste que quand tu bosses avec d'autres boîtes et avec des clients, des fois, tu as besoin, pour X raison, d'exporter un PDF un peu raccord ou un Word un peu raccord et le fait de verrouiller ça et de tout pas tout faire, mais en tout mmh mh. cas, de rien faire, en tout cas, pour que ça change et pour te permettre d'aller, bosser sur ces documents-là et de les amener ailleurs, c'est quand même, Il y voilà, a moi, c'est Notion le Site. Voilà, tu le publies sur le web et puis, tu t'envoies le lien et c'est ouais, fini. voilà, les documents confidentiels, ça marche super. Et il y en a qui Mais l'ont fait et c'est ouais, non. ouais, Surtout que voilà, attention aux utilisateurs de Notion, mais quand on publie la page,
par défaut, c'est indexé dans les moteurs de recherche, donc faut penser à décocher. Je sais pas si c'est encore le cas ça. Je me demande s'ils l'avaient Ah, pas je sais pas, mais faut changé. vérifier. Ouais, en tous les cas, faut le vérifier effectivement, mais de toute façon, faut pas le publier en public, hein. Vaut mieux inviter les gens, sur son espace en invité et sur la page que de, voilà, publier en public, et voilà. Bon, tout ça pour dire que, voilà, Notion du coup sur les docs, je pars vers Fibery et sur l'IA, parce que Fibery, bon, on le détaillera sur des prochains épisodes, mais ils ont un parti pris qui est très intéressant, c'est qu'ils veulent pas justement devenir comme Notion et balancer de l'IA à bloc dedans. De toute façon, ils ont une petite équipe, donc ce serait pas dans leur intérêt de commencer à vouloir tout faire en même temps. Et donc eux ont vraiment dit que, bah, ils voulaient faire un espace qui soit adapté à la gestion de la connaissance pour les boîtes et dans lesquels on puisse gérer, sa boîte sur plein de bah, sur la plupart des sujets et avec le côté aussi flexible de faire des bases de données, des vues, des machins et de se créer un espace de travail à son image. Mais sur la partie IA, bah, en fait, là, ils sont en train de tout pousser vers leur MCP, vers les intégrations et vers le fait de se dire: «Bah, en fait, les gens qui vendent de l'IA font de l'IA bien mieux que nous. Plutôt que de galérer à intégrer ce qu'ils font et de faire un truc moins bien dans notre outil et qu'il sera toujours en retard, limité, ce genre de choses, on va faire un outil qui est très puissant, qui est très bon et qui peut être utilisé par des gens sans IA de manière très, très bien». Ils ont quand même mis une IA qui est, standard et qui permet de faire les fondamentaux dans l'outil et standard qui permet déjà de faire des formules et des trucs, enfin, c'est quand même correct, hein. On n'est pas sur un truc, Oui, c'est vraiment de l'assistant, là, on est sur ouais, quelque chose qui t'assiste dans ton travail et qui remplace m pas, mais qui est très la limité parce totalité. qu'il est limité en nombre d'utilisations par mois. Donc c'est vraiment pas fait pour un usage intensif quand tu restes sur Notion ou sur d'autres outils et en revanche, voilà, ils poussent tous les potards sur, enfin pas tous les potards non, s'ils sont vraiment concentrés sur leur outil, mais sur la partie IA, ils poussent les potards dans le sens intégration et dans le sens MCP et de se dire, bah, n'importe quelle IA qui se branche à nous, enfin chez nous, elle peut tout faire de son côté et ils essaient de en plus, le prendre par un angle qui est assez intéressant que j'ai pas trop vu ailleurs, d'aller, notamment travailler sur les logs et sur la prise en compte de l'IA pour qu'elle soit reconnue comme un individu, différent et que tu puisses mettre des niveaux de droits différents dans ton espace et ce genre de choses. Ce qui est complètement pertinent parce qu'aujourd'hui, une des problématiques de l'IA, ouais, il y a des problématiques en termes de sécurité, de confidentialité. Tu donnes accès à un espace et voilà, tous les outils ne te permettent pas d'aller, lui dire: «Bah, elle peut accéder qu'à ça, elle peut bosser qu'avec tel truc» et c'est hyper important. Et donc voilà, eux ont déjà bien saisi les enjeux qu'il y avait sur des besoins entreprises et ils vont dans ce sens-là. Donc c'est très intéressant et donc l'IA, là, aujourd'hui et depuis quelques semaines maintenant, je bascule sur Dust, qui est un outil français, qui est agnostique dans le sens où on peut choisir les modèles derrière et voilà, même chose Dust, on reviendra plus longuement après sur, enfin, d'autres épisodes sur la technique et à quel point ce qu'on peut faire un peu dedans. Mais globalement, leur truc, c'est de dire, bah, vous pouvez faire un agent IA, vous pouvez faire plusieurs agents IA. Chaque agent sera spécialisé. Vous allez lui donner une source de connaissances différentes. Vous allez lui donner des compétences différentes. Vous allez lui donner des outils qui sont différents. Et en fonction de vos besoins, vous allez discuter avec l'un ou l'autre, ou alors vous pouvez demander à l'un d'interroger les autres. Et au début, j'ai voulu découper ça avec plein de petits agents et de trucs très, très spécialisés. Tu Et as je suis voulu parti. te faire une armée d'agents IA, Ouais, ton mais en armée. fait, alors, c'était pas dans le but d'hyper productivité et tous ces trucs-là du moment et de se dire: «Ouais, je vais Tu es coloniser le has-been monde avec aujourd'hui mes si IA». tu as pas ton armée et que tu as remplacé tous tes salariés ou tout le Ouais, monde, par des agents. mais ouais, non, c'était pas mon parti pris, c'était juste que l'IA est plus efficace quand elle a peu de contexte, donc quand elle a peu d'informations à traiter à la fois et à ce titre-là, je voulais aller vraiment découper les tâches de manière très précise et les sujets de manière très précise. Et en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, j'avais un agent orchestrateur qui allait, discuter avec trop d'agents et j'avais des messages qui se perdaient, de chaque côté et Dust fonctionne avec une quantité de messages par jour. Donc par défaut, on a droit à 100 messages par jour. Mais si vous avez découpé comme moi en beaucoup trop d'agents, beh, votre premier orchestrateur, quand il pose une question à un copain, il va échanger un message que vous voyez pas passer, mais qui compte dans vos messages à vous et en fait, très rapidement, on peut se retrouver avec, très peu de messages à utiliser nous parce que nos agents en ont fait 10 000 entre eux.
Donc voilà, là, je suis en train de refaire mon architecture d'agents avec moins d'agents qui ont plus de rôles, mais qui sont pensés, différemment. Voilà, donc ça, même chose, je pense que ce sera l'occasion d'en reparler pour voir un peu parce que c'est, hyper intéressant à concevoir et à remanier et voilà, sur la partie agent, j'utilise, l'IA comme assistant depuis des années et j'en ai mis dans le cadre professionnel dans mes précédents tafs, donc j'ai vu plein de manières de faire et j'ai itéré sur plein de choses avant et j'aime bien l'approche qu'a Dust de voilà, c'est pas le plus ouvert, c'est pas le plus puissant, c'est pas le plus plein de trucs, Mais mais c'est il est français? mais c'est français, c'est alors les modèles qu'il y a dedans, sont ricains. Oui, Enfin, il y a du Mistral aussi, mais il y a des trucs ricains, bah, tu as le mais c'est choix, su c'est toi on te laisse le ouais. choix, en fait, c'est ça qui est On cool. te Tu es laisse le pas choix. Le premier, enfin, l'abonnement classique que tu as tout seul, tu seras sur des données qui vont transiter aux États-Unis. Par contre, les abonnements entreprises te permettent de ramener tout en Europe. J'ai pas le tarif par contre de l'abonnement entreprise, je sais pas combien ça revient. Mais mais voilà, en tout cas, en tant que j'aime bien leur approche. Elle a l'air de faire le taf dont j'ai besoin sur la majorité des usages et tu peux pas faire du code ou des choses comme ça avec. Enfin, tu vas faire des bouts de code, mais tu peux pas vibe coder avec et ce genre de choses. Donc on verra. Voilà, sur d'autres trucs et puis toi, tu as des sujets aussi, sous le coude, sur ces questions de d'IA souveraine et voilà, on va être amené à en reparler. Mais bon, donc aujourd'hui, voilà, sur l'info, la connaissance et mes différents outils, je vais avoir donc Proton sur, la majorité des choses. Je vais avoir Dust sur l'IA, Fibery en équivalent et en alternative à Notion et Softer pour créer des apps. Mais, je sais pas si on rentre vraiment dans Softer aujourd'hui ou pas, je vais peut-être juste en dire deux trois mots. oui, avec notamment la enfin voilà, quoi ce que c'est comme outil no code et ce que ça permet de faire et la grosse nouveauté qu'ils ont annoncée mardi. Oui, bon, je vais faire court parce que là, on parle déjà depuis un moment et Softer, en vrai, il y aurait pareil, il y aurait moyen d'en parler un peu longuement. Mais en gros, Softer, c'est un outil, donc effectivement de no code, donc de programmation visuelle, qui permet de créer des applications et des outils internes. Pour faire très simple, quand vous avez besoin d'un logiciel pour votre boîte, ça vous permet de le faire un peu sur mesure à votre sauce. C'est moins puissant que certains autres outils no code, mais ça va déjà à l'essentiel et ça permet de répondre à énormément de besoins. Moi, dans mon cas, je m'en sers pour faire des portails clients et enfin, ou des portails fournisseurs. Donc en gros, un espace ou une application où du coup l'entreprise va pouvoir gérer ses projets à un endroit et les gens avec qui elle bosse, voilà, ses clients, vont pouvoir venir et au lieu d'avoir, un WhatsApp, un Slack, des mails, un Drive et de disséminer l'information un peu partout, bah, on peut tout centraliser dans un seul endroit, dans un portail et aussi, du coup, bah, de dire: «Bah, voilà, les infos dont tu as besoin, elles sont là. OK, beh, une fois que ce que tu dois faire pour ton client est prêt, bah, tu peux le tenir informé par là pour dire: «Bah, voilà, mon truc est prêt, le livrable, il est disponible à tel endroit ou de telle manière» et ainsi de suite et donc ça permet de communiquer et de centraliser l'info à un seul endroit et là-dessus, Softer est très, très bien. Vous pouvez vraiment penser un peu pour ce genre d'usage. Donc là, je parlais de portail client, mais en fait, ça marche aussi si vous faites ça avec des fournisseurs, en interne avec des prestataires, un portail RH si vous avez juste à gérer enfin juste, façon de parler, mais si vous avez à gérer justement tout l'aspect RH au sein de votre boîte, sur les documents et sur de la gestion et sur plein de choses comme ça. Donc vraiment sur, la partie portail, ils sont très forts et ils permettent après de faire d'autres usages et d'autres outils, en interne. Et ce qu'ils ont annoncé mardi et qui me faisait assez peur, c'est le fait de pouvoir construire avec de l'IA. Donc ils ont, officialisé un espèce d'assistant qui vous permet d'arriver, de quand vous lancez votre, créer une nouvelle application pour la première fois, vous allez dire: «Bon, ben bonjour copain IA, je veux, un portail qui fasse, ci et ça, merci, bisous» et l'IA va vous faire une première version de ça. Et il y a du bien et du moins bon. Sur ce qui est bien, c'est que si on est vraiment nouvel utilisateur, on débarque, on a une idée en tête, on veut le faire, on ne sait pas par quoi passer et on a peut-être essayé sur du Lovable ou d'autres outils qui permettent de faire du développement assisté par IA. Mais, bah, une fois que l'outil commence à être fait, bah, derrière c'est du vrai code et à aller, retravailler, modifier et cetera, on se casse les dents et on n'y arrive pas, quand on n'est pas un technique.
ou quand c'est pas lire du code, tout simplement. Et aujourd'hui, Softer répond à ce besoin-là parce que du coup, en tant que débutant, on va balancer ce qu'on veut. L'IA va faire un premier jet qui est quand même très simple, enfin simple dans ce qu'il propose et dans ce qu'il met en place, mais il y a quand même une application qui est fonctionnelle de bout en bout, quasiment, avec les différentes pages, avec les différentes interfaces, avec des boutons qui marchent, qui permettent de créer des choses, de modifier des choses, de supprimer des choses. Et sur un premier jet, bah, force est de constater que c'est quand même très bien et pour un débutant, c'est très bien. Si vous avez une idée, un truc en tête, que ça fait longtemps que ça vous travaille et vous savez pas comment le faire, vous savez pas où le lancer, vous savez pas par quoi commencer, franchement, essayez sur Softer, testez le truc. En plus, vous avez des crédits gratuits au début. Et pour moi, ça sera beaucoup plus accessible que se dire, «Je veux le lancer en vibe coding pur». Parce que là, l'IA, elle va juste prendre des blocs qui ont déjà été développés. Oui, Toute la partie c'est vrai. authentification, la partie gestion des droits et tout ça, elle est déjà gérée par l'application parce qu'on se rend pas compte tout ce que ça implique. Alors quand on veut faire une appli qui reste en local chez nous, voilà, il y a pas vraiment de souci, c'est juste, de l'interface, voir un peu ses données. S'il y a des problèmes de sécurité, c'est pas trop grave. Par contre, quand on commence à demander à des utilisateurs de se connecter, qu'on a de la donnée dedans, que c'est publié et ce genre de choses, si on n'est pas un peu technique, je conseille vraiment pas de se lancer là-dedans et plutôt commencer ça voudra pas dire qu'après, vous pourrez pas y aller, mais de commencer sur des solutions qui sont un peu hybrides, où les blocs sont déjà là. Parce qu'en soi, on a toujours besoin des mêmes blocs, hein, il y a pas même si les applis sont différentes, et Sauveterre, quand on n'a pas ce qu'il nous faut dans les blocs, permet de vibe coder un bloc, mais ça reste à l'intérieur d'un bloc, quand même et voilà, c'est une approche hybride, donc là, je pense qu'il se cherche encore un petit peu, mais Mais c alors là, c'est vrai que tu as très, très bien résumé et recentré le truc. C'est que quand vous allez développer une application, il y a la partie visible et la partie invisible. La partie visible, c'est vraiment vos boutons, votre interface, et cetera. Mais derrière, il faut se dire qu'il y a toute une logique métier qu'il faut retranscrire et plein d'aspects qui sont pas nécessairement évidents, mais la base de données, donc l'endroit où vous allez ranger les informations, ça, il y a une façon de la concevoir, de la structurer, de faire qu'elle va marcher dans le temps, qu'elle va pas vous poser problème à plein de moments. La partie gestion des droits, c'est fondamental et critique. Si vous sécurisez pas votre appli, ben ça veut dire que n'importe qui va pouvoir, peut potentiellement à un moment accéder à vos données, aux données de vos clients, en voler, en récupérer et là-dessus, Software, ouais, fait un très bon taf parce que en un premier jet, on a quelque chose de fonctionnel et de sécurisé. Maintenant, la promesse qu'ils ont, c'est de dire: «Notre outil peut être aussi bien utilisé justement avec de l'IA qu'en no code», donc à des gens qui, voilà, qui ont pas de profil technique, qui vont faire de la programmation visuelle. Mais là où ça a un peu grincé des dents, notamment dans la communauté et moi le premier, hein, quand l'annonce est sortie et que j'ai vu un peu le truc, c'est que, bah, du coup, c'est mignon, cette histoire d'IA et c'est très bien pour les débutants et c'est tant mieux pour eux. Mais en tant qu'utilisateur régulier de l'outil, en tant qu'utilisateur avancé, on n'avait pas besoin de ça, on a besoin d'autre chose. On a besoin de sauvegarde sur les bases de données, on a besoin de fonctionnalités qui peuvent être un peu plus poussées sur, la gestion des droits ou sur la granularité de cette telle ou telle fonction. On a des, voilà, des boutons, des choses qui manquent. On a aussi des trucs basiques, hein, qu'on n'a pas aujourd'hui. Par exemple, un bouton retour dans les modales. Dans les modales, c'est ce qu'on appelle les petites fenêtres que vous allez avoir sur la droite ou au milieu, machin, qui vont s'ouvrir en un bouton. Aujourd'hui, ce genre de truc, pour faire un bouton retour, tu es obligé de le bricoler avec du code. Donc tu peux le faire, tu peux le rajouter, mais en fait, il y a des trucs, ils sont très forts, ils ont réussi à simplifier très, très fort certaines choses importantes et certaines choses dures à prendre en main quand on se met au développement. Mais à côté de ça, il y a des fondamentaux qui n'y sont pas et il y a des trucs plus avancés dont on aurait besoin et qui sont pas encore là et qui ont été, bah, du coup, mis en attente pour sortir la fonctionnalité d'IA. Et voilà, c'est pour ça que le positionnement un peu hybride de vouloir de proposer le meilleur des 2 mondes, sincèrement, c'est ce que je souhaiterais et c'est ce que j'aimerais et j'espère qu'ils arriveront à faire ça. C'est la promesse aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas, j'aimerais. Mais le fait est que du coup, ça veut dire, avancer, sur 2 fronts en même temps, là où il y avait déjà un front qui avait un peu de retard
sur plein de sujets parce que, bah, Software, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, ouais, je parlais des applications, mais en fait, ils ont rajouté plein de choses l'an dernier et donc c'est aussi un outil qui vous permet de faire des automatisations, permet de faire des Mmh. formulaires, il vous permet de faire, bah, Bah, des d'avoir les bases de bases de données, données natives, oui. donc les trucs qu'ils ont rajoutés eux-mêmes sans avoir à vous brancher un autre outil et l'outil étant, parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais en fait, donc Fibery, je vous ai dit tout à l'heure que c'était européen, Dust est français, mais Software est allemand. Donc voilà, c'était aussi ma volonté d'aller sur des outils européens et ça fait partie des raisons pour lesquelles je les ai choisis eux et en plus l'outil est très chouette à utiliser, enfin c'est très cool. Mais voilà, donc cette annonce c'est un petit peu en demi-teinte, très bonne nouvelle pour les débutants et pour les utilisateurs plus avancés, bah, ça on est un peu sur notre fin et on verra un peu comment ça se déroule les prochaines semaines et les prochaines améliorations. Bah, par exemple, moi, tu vois, en vrai, je me dis que ce type de fonctionnalité, c'est peut-être ce qui va me faire continuer un peu à essayer de développer sur Software. De me dire: «Ah bah, je peux peut-être vite avoir du résultat pour tenter, quitte à après à refaire from scratch, enfin recommencer de zéro, moi, en faisant glisser mes blocs, mais juste pour visualiser, enfin plus en mode POC, comme j'aurais pu le faire, en vibe coding avant de passer dans Software et de glisser les blocs moi-même. Sauf qu'il y a quand même ce truc de se dire: «Ah, comment est-ce que ça, je peux le faire dans Software, dans l'interface?» Et là, juste me dire: «OK, j'ai cette idée-là, mais j'ai pas forcément en tête exactement toutes mes interfaces et ce genre de choses, donc pourquoi pas?» Après moi je reste, Prendre en main alors l'outil et ouais. le problème de ça, c'est que tu auras quand même besoin de repasser sur tous les composants sans exception pour les ajuster à tes besoins. Donc tu dois de toute façon repasser partout, tu vois? Même si tu l'as généré Mmh mh. comme ça et après tu as toujours le risque que sur la base de données il te fasse un truc un peu à côté de la plaque au début et que ta gestion des droits elle soit pas bonne. Bah, ça d'ailleurs on l'a vu en test, ensemble mercredi, on a fait un live sur le enfin j'ai fait un live sur le Discord, et d'ailleurs, voilà, si jamais, vous vous avez, pris une formation chez Creacity, parce que je crois que c'est tous les gens qui ont fait le bootcamp, en tout cas. Bootcamp ou qui sont nos limites ou qui ont voilà. Voilà. Bon, en tout cas, la plupart des gens, qui ont pris une formation payante chez Creacity, bah, sachez que, voilà, j'anime un live tous les mercredis à 17h au sein de la communauté sur le Discord et n'hésitez pas à y venir parce que justement on y parle software, on y parle d'IA, on y parle de plein de choses et là, De hier, on a spec. testé, et de spec et hier, on a testé justement en live, la nouvelle, fonctionnalité de Software et on s'est rendu compte qu'il nous avait fait du pâté sur une base de données et qui n'était pas rattrapable, en l'état. Il fallait, bah, un peu tout casser pour tout refaire. Alors voilà, on ne rentre pas sur le détail du pourquoi, du comment, mais voilà. Donc j'entends ce que tu me dis dans le sens c'est cool parce que ça permet de se projeter, d'avoir, des trucs sur un peu toutes les pages et de pouvoir en faire quelque chose. Mais je maintiens, quitte à faire ça, vaut peut-être mieux maqueter, tu vois? Même, avec de l'IA ou sur un Figma ou ce genre de choses pour se faire même, vraiment des wireframes, donc tu sais, vraiment des maquettes, entre guillemets «à l'arrache», de se dire sur chaque page j'ai, tel bloc ou tel truc. Bon, je pense que ça reste préférable ou même, tu vois, un papier crayon ou un dessin, de se dire: «Bah, j'ai besoin de telle page et sur chaque page, je veux tel ou tel bloc», plutôt que d'aller, cramer des crédits Ouais, mais ça en demande quand sachant que même tu vas déjà une certaine connaissance de tous les blocs possibles et des fois, moi, c'est un peu là-dedans où je me perds, ouais, mais tu en as de me pas dire: «Ah bah, beaucoup dans Software. oui, mais j'ai pas une grosse mémoire de travail donc c'est un peu compliqué de Ouais. Non, mais de me je vois dire: «Alors j'ai le ça», mais c'est aussi toutes les petites configurations dans les blocs et c'est vrai que s'il y a le plus gros qui est fait, j'aurais moins de mal à me lancer et je préfère limite repasser sur tous les blocs, qui sont déjà mis, OK. quitte à même modifier et après c'est des approches qui sont peut-être différentes, mais je sais que je serais cliente de ce genre de trucs. Donc ça empêche pas qu'il faut quand même qu'ils résolvent, les problèmes, qui sont peut-être un peu plus latents et qui sont demandés depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça reste un outil qui est cool et c'est vrai qu'en termes d'équivalence, bah, après si tu veux vraiment du truc beaucoup plus sur mesure, à part du vibe coding, après il y a Bubble aussi, mais je sais pas La si même, c'est pas la même philosophie, c'est pas le même outil, enfin la même complexité d'apprentissage et tout. Non, pour ah le non, coup, complètement pas. Mais Software tu as quand même ce aujourd'hui côté un peu bloc de qui est déjà, bah, après non, c'était il y a quelques années quand ils avaient quand même le truc, genre, tu vois, tu
prends un bloc d'authentification, c'est déjà codé, tu vas pas réinventer la roue à chaque fois et tu as déjà des composants. Mais je sais qu'ils ont pris un gros virage aussi avec l'IA et c'est vrai que je voulais juste rebondir sur un truc que tu disais sur Fibery où ils ont dit: «Bah, OK, il y en a qui gèrent mieux l'IA que nous, donc on laisse les gens un peu choisir» et j'aime aussi beaucoup cette approche parce que si, par exemple, on veut pas utiliser l'IA, mais que l'outil l'intègre, on se retrouve à la payer alors qu'on veut pas l'utiliser et Mmh. c'est un peu au détriment de gens qui en veulent pas. Bah, c'est un peu ce qui se passe avec Notion, qui a augmenté ses tarifs, l'année dernière, bah, notamment à cause de l'IA et en fait, on est obligé de l'avoir. Alors après, il y a des gens qui sont en payant, mais ils disent: «Moi, je veux absolument pas d'IA dans mon Notion». Tu peux envoyer un mail au support pour virer toutes les fonctionnalités IA, mais tu te retrouves quand même à payer et ça, je trouve ça un peu problématique en mode où tu te dis: «Bah, moi, j'ai commencé à utiliser cet outil, je voulais pas ça». Et tu payes pour, alors que de laisser le choix, moi j'aime bien cette approche-là. Mmh. Après dans Fibery, tu quand même une IA native, hein, mais Oui, mais ils vont pas la développer beaucoup plus, non, c'est que ça c'est va rester pas comme ça. oui. Tu vas pas payer plus cher parce qu'il y a de l'IA. Ils vont pas te blinder Ouais, c'est d'IA, ça c'est pas le but. et aussi se dire qu'on commence à avoir de plus en plus, bah, là tu dis voilà, c'est pas comme Notion où c'est en illimité ou ce genre de choses. Faut se dire que ça va durer qu'un temps, hein, cette, IA en illimité, hein, c'est Oui, et ça risque de faire mal pour les personnes qui auront tout basé là-dessus. Et ça va coûter très cher. Parce que là, pour l'instant, effectivement, c'est pas cher parce que, c'est un peu la stratégie, ubérisation, genre de choses. On vient remplir le marché et puis utilisez, c'est pas cher et puis mettez-le dans vos usages, vous pourrez plus vous en passer. Et après, on augmente les prix et le coût réel et j'ai envie de dire les gens qui auront tout de suite pris un peu le pli de pas dépendre d'un modèle en particulier, d'avoir réfléchi leur automatisation, bah, les cas d'usage, de savoir déjà si on met de l'IA ou pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bah, voilà, c'est beaucoup plus résilient, c'est beaucoup plus ça permet de s'adapter aussi beaucoup plus vite et je pense que même après en termes d'outils, j'ai un peu fait le tour et je sais pas si ça peut être une bonne conclusion de se poser la question de: «Est-ce que ça sera résilient? Est-ce que j'ai encore oui, accès à mes données? Est-ce qu'ils mettent de l'IA partout? Est-ce que je suis vraiment dépendant? Est-ce que j'ai encore la main dessus? parce qu'on Qu'est-ce que ça me a coûte vraiment?» on a parlé, dans ton cas, on a surtout parlé d'Obsidian, mais c'est vrai que tu as plusieurs sujets IA à l'étude, en cours dont Oui, oui, on oui. aura l'occasion de parler, bah, dans 2 semaines. Parce que, bah, ouais, je sais pas si tu voulais, dire autre chose et rebondir sur un autre sujet là? C'est vrai qu'on a déjà fait un peu long pour les gens qui nous écoutent, mais C'est vrai bon, qu'on a fait quand même un bon tour quand oui, même. on a fait quand même un peu plus court que la dernière fois et on fera un peu encore plus court la prochaine fois. On va essayer de continuer à Oui, s'améliorer là-dessus. Mais la semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'IA et là, on reviendra un petit peu sur les fondamentaux et les logiques qu'il y a derrière. Le but, c'est que vous compreniez un peu de quoi on parle parce qu'au fur et à mesure des différents épisodes, l'IA, on va y revenir régulièrement et vous aurez, bah, du coup, un petit peu les clés pour comprendre de quoi on parle. Alors même chose, on va rester sur un langage accessible et le but, c'est pas d'aller vous barder la tête de techniques et de trucs, bah, juste prier enfin, voilà, compliqués et qui vont pas vous servir derrière, mais de revenir un peu sur les trucs utiles et que vous compreniez, en fait, ce qu'il y aura et sur que les prochaines même fois. s les gens alors qu'ils l'utilisent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de confusion au niveau des Oui. termes. Est-ce que c'est du chatbot? Est-ce que c'est de l'agent? C'est quoi un LLM? Comment ça fonctionne? C'est important de savoir comment ça marche, que voilà, c'est pas juste une bête noire, c'est pas magique, ça a des biais, ça a des impacts, sur les données, ce genre de choses, sur comment ça marche et de pouvoir l'utiliser ou pas en conscience, derrière, donc ça peut être cool de reposer les bases et idéalement, on va essayer de le construire de manière à ce que ça soit plus ou moins toujours, d'actualité dans quelques semaines, quelques mois et Mmh. qu'on y fasse référence, qu'on renvoie vers cet épisode-là. Alors bien sûr, on veut pas que le podcast, ça soit 100 tourné vers l'IA parce que, bah, comme on l'a dit, on essaye un peu de s'en détacher et enfin pas que s'en détacher, mais plus ne pas complètement en dépendre. Mais là, vu que
c'est lié à plus ou moins tout ce qu'on va aborder, faut qu'on pose les bases et puis voilà, enfin, ça semble important quand même, Oui, et ce qui nous permettra aussi de rebondir, donc prochain épisode sur les outils dans 2 semaines, et ce sera l'occasion de discuter d'IA souveraine et en tout cas davantage souveraine, et c'est là où on reviendra peut-être davantage sur Dust et après sur les solutions que toi tu auras explorées de ton côté, justement côté IA parce que tu as modèles, plusieurs, locaux que j'ai ouais fait tourner locaux, sur mon iPhone. Qui a drainé ma batterie. Non, c'était trop drôle. Hier, j'ai lancé, c'était du Qwen, un peu lourd pour mon téléphone et à un moment, il était bloqué dans une boucle de réflexion. C'était très, très drôle, très, très long et il sortait plus de sa réflexion. Il était toujours en mode il trouvait le plan et après: «But wait» et c'était assez marrant. À un moment, j'ai arrêté de faire souffrir mon téléphone et j'ai coupé. Mais voilà. oui, bon il y aura effectivement le la partie locale mais pas que, peut-être comment Non, non, non. passer par de justement de l'IA européenne et ce genre de choses, mais Voilà, il y a en tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes, de nous avoir écoutés. Merci Lulu de m'avoir, accompagné sur cet épisode. Vous pouvez nous merci à toi retrouver, aussi. bah, du coup, sur LinkedIn, venir nous parler directement, n'hésitez pas vraiment à venir échanger avec nous ou par mail à contact@ledernierclic.fr, et on est aussi sur Insta, enfin voilà, vous avez toujours les Oui, c'est liens. encore un peu en construction, mais oui, on y est. Oui, bon, ça c'est on se trouve en tout cas, et vous avez les liens dans la description de l'épisode. Et d'ailleurs aussi, si vous avez des suggestions de sujets qui peuvent Oui, intéresser, c'est vrai. voilà, de se dire: «Ah bah, voilà, moi, on a parlé de ça, mais est-ce qu'avec votre regard, de personne qui l'utilisait peut-être un peu plus, alors que ça soit de l'IA, de la tech, ou des outils», on est toujours content de discuter de ça et de creuser des sujets, donc voilà, on est là pour ça. Parfait, ben Passez votre merci. commande. Merci Lulu, et très bonne, voilà, très bonne journée ou fin de journée à tous et à toutes, et à la semaine prochaine. Au Semaine revoir. prochaine.